arbres, les etc., ben, elle va attraper le carbone qui se trouve dans l'atmosphère pendant la photosynthèse, puis elle va le transformer, par exemple, en feuilles, en branches, en racines, etc. Puis ce carbone-là va rester emmagasiné, emprisonné dans la végétation, comme le bois des arbres, mais aussi beaucoup dans les sols et le fond des océans pendant plusieurs années, voire même des décennies ou des siècles, tant que les écosystèmes sont en santé. Donc, si on coupe les forêts ou qu'on assèche les tourbières, ben, le carbone est relargué dans l'atmosphère finalement. Donc, c'est important. En d'autres mots, détruire des écosystèmes par nos activités, ben, ça peut entraîner des émissions de GES. Puis, c'est important de le mentionner parce que le fait de s'attaquer à ça, c'est aussi important que de réduire notre consommation finalement d'hydrocarbures. Donc, d'attaquer de front d'attaquer la lutte climatique, pardon, de ça. Excusez-moi, de mener une lutte au changement climatique, il faut y aller sur ces deux fronts-là, c'est complémentaire. Donc, bon, je me reprends. Donc, ceci étant dit, le fait de protéger, restaurer et mieux gérer les écosystèmes, ben, selon les UICN, ça pourrait représenter plus du tiers des efforts qui sont requis d'ici 2030 pour diminuer nos GES, donc de 55 qui est la cible qu'on s'est fixée. Euh, donc, le potentiel des solutions nature est très grand. Puis, si vous avez besoin d'un autre exemple, c'est une étude réalisée en 2021 au Canada a démontré que les solutions nature pourraient permettre de retirer de l'atmosphère l'équivalent de 21 millions de véhicules par année sur les routes canadiennes d'ici 2030. Puis ça, ben, ça représenterait une réduction de 11 de nos GES. Donc voilà, je vais juste regarder s'il y avait autre chose que je voulais vous dire à ce sujet-là, mais je pense que c'était ça. Donc, les solutions de nature, c'est trois principes qui sont protéger, restaurer et mieux gérer. Donc, qu'est-ce qu'on entend par protéger? Ben, c'est un peu la base, c'est d'éviter de détruire les puits de carbone naturels. Donc, ça veut dire de maintenir l'état d'origine, la dynamique des écosystèmes, puis prévenir ou atténuer les menaces à la biodiversité. Donc, dans ce sens-là, le fait de protéger un boisé urbain en évitant de le convertir en stationnement, ben, c'est une solution nature qui est pertinente. Je tenais quand même à mentionner que c'est pas toutes les protections qui sont équivalentes. Donc, d'un côté, on peut parler de protection intégrale, où est-ce que toutes les activités humaines sont interdites. On appelle souvent ça la cloche de verre. Mais il y a des niveaux de protection qui sont plus flexibles et qui vont permettre l'utilisation humaine. De la même façon, c'est pas toutes les mesures de protection qui sont permanentes. Donc, si on prend l'exemple d'un zonage de conservation par une municipalité, ben, c'est un outil qui peut permettre rapidement de protéger, d'empêcher en fait un milieu d'être détruit par un développement, par exemple, un développement ou la construction d'une route. Sauf que c'est pas impossible que dans le futur, ce zonage-là soit remplacé, advenant que les aspirations ou les priorités de la municipalité changent. Donc, si vraiment on veut protéger de façon permanente un milieu naturel, ben, l'idéal, c'est de créer une aire protégée, donc de l'inscrire au registre des aires protégées du Québec. Ensuite, si un écosystème est dégradé ou détruit, ben, une autre solution nature vise à le restaurer, c'est-à-dire de rétablir son caractère naturel en ce qui concerne la composition, la dynamique ou les fonctions écologiques. Donc, très simplement, le fait de restaurer un milieu humide dégradé parce qu'il aurait été partiellement remblayé ou asséché par des travaux, c'est un exemple de solution nature ici. Puis quand on parle de mieux gérer, ben, c'est d'améliorer nos pratiques pour limiter l'impact de l'utilisation des ressources sur les écosystèmes. Aménager des bandes riveraines en milieu agricole, dont Xavier va nous parler tantôt, ça fait partie des solutions nature qui entrent dans cette catégorie-là. Puis ici, je voulais faire une parenthèse concernant la nature de proximité. Tu sais, les arbres et les boisés qu'on retrouve au cœur de nos municipalités ou même les friches, souvent, c'est des milieux naturels qui sont tellement dégradés qu'on vient à même plus les considérer en fait comme des milieux naturels. Par contre, le fait de restaurer ou de mieux gérer ces écosystèmes-là, bien, ça pourrait en faire des solutions nature qui sont intéressantes. Donc, c'est quand même assez simple là, quand on y pense, le principe des solutions nature, sauf que pour être vraiment considérées comme telles, elles doivent répondre à des standards internationaux qui sont définis par l'UICN. Donc, en plus de permettre réellement une diminution des GES, ben, elles doivent être viables d'un point de vue économique, mais aussi faire l'objet d'une gouvernance qui est inclusive. Puis également, les solutions nature doivent offrir des co-bénéfices à différents niveaux. Donc, au niveau de la biodiversité, de la santé humaine et de notre sécurité face aux événements climatiques extrêmes comme les inondations, les sécheresses, les feux de forêt, etc.
Donc, je pensais vous illustrer un exemple pour chacun. Donc, en ce qui concerne la biodiversité, c'est assez évident, là. Le fait de protéger, restaurer ou mieux gérer les écosystèmes, ben, c'est la clé pour freiner le déclin de la biodiversité. L'exemple que j'ai pensé illustrer ici, ce serait d'ajouter des légumineuses au pâturage. Ben, ça peut contribuer à augmenter l'abondance d'abeilles indigènes et d'autres insectes utiles, en plus de tous les bénéfices pour le climat. Euh, Au niveau de la santé, l'exemple, c'est la plantation d'arbres en milieu urbain. Bien, ça va contribuer à diminuer la concentration de polluants atmosphériques dans l'atmosphère et donc améliorer la qualité de l'air. Aussi, on le sait, on l'entend souvent, mais le fait de protéger des espaces verts en ville et dans les municipalités, bien, c'est bénéfique pour la santé physique et mentale de la population par la pratique d'activités physiques ou l'apaisement, etc. Puis au niveau de la sécurité, bien souvent les solutions nature vont permettre de faire des économies en fait par rapport à des solutions qui seraient axées sur les technologies, un peu comme un exemple qui a été donné qui était plus axé sur la création artificielle. Puis un exemple que j'ai pensé donner en ce sens-là, c'est le fait de protéger ou de restaurer des milieux humides côtiers, donc le long du fleuve, ben, ça vient contribuer à affaiblir les vagues et les ondes de tempête. Puis ça réduit aussi l'érosion des rives, donc ça permet indirectement de protéger les infrastructures qui se trouvent comme des routes et des bâtiments. Puis évidemment, une même solution nature peut avoir des co-bénéfices à plusieurs niveaux. Pour l'illustrer, j'avais pensé présenter l'exemple de la réserve écologique de la Grande Plaie Bleue près de Lévis. Donc ça, c'est un projet qui vise à protéger une tourbière d'environ 15 km². Donc les tourbières, on le sait, c'est des lieux qui sont reconnus comme étant des puits de carbone très efficaces. En plus, les milieux humides sont très riches en biodiversité. Cette tourbière-là, en particulier, elle offre un habitat pour plus de 150 espèces de plantes, dont des plantes carnivores, plus de 200 espèces d'insectes et plus de 100 espèces d'oiseaux, dont plusieurs oiseaux aquatiques. D'un point de vue de la santé, ben, ça permet à la population d'avoir accès à ce milieu-là, étant donné qu'il y a une grande passerelle de plus de 700 mètres qui a été aménagée. Puis, du point de vue de la sécurité, bien, la tourbière, elle agit comme une grosse éponge qui vient absorber les eaux de pluie puis contrôler les inondations. Donc, au Canada, on estime que les solutions nature s'appliquent dans 4 types de milieux, qui sont les terres agricoles, les milieux humides, comme on vient de le voir, les prairies et les forêts. Donc, encore une fois, j'essaie de présenter des exemples pour chacun. Mais vous allez voir, tantôt, Xavier va aller dans un exemple vraiment beaucoup plus concret que moi. Moi, je passe rapidement, mais Xavier, lui, va pouvoir faire atterrir la théorie que je vous présente. Donc, les terres agricoles, on peut penser ben, aux cultures de couverture, donc d'éviter de laisser les sols à nu, mais aussi la plantation d'arbres, par exemple, dans les bandes riveraines ou le long des haies brise-vent. Pour les milieux humides, ben, on l'a parlé tantôt, c'est des milieux qui sont super importants comme puits de carbone, mais aussi pour tous les services écologiques qui vont rendre. Donc, éviter de les convertir ou restaurer ceux qui sont dégradés, c'est des solutions nature qui sont pertinentes. La même chose pour les prairies, éviter de convertir ou restaurer celles qui sont dégradées, ce sont de bonnes solutions nature. Juste pour être clair, le terme prairie au Canada, ce qu'on entend, ben, c'est des espaces de végétation qui est non ligneuse. Ça peut être de la végétation indigène, mais aussi des pâturages ou des champs de foin. Ces milieux-là, en fait, ils vont permettre de stocker le carbone dans les sols, mais également dans le réseau très dense de racines. Au niveau des forêts, c'est quand même assez intuitif, là. C'est des milieux qui offrent beaucoup de co-bénéfices à la biodiversité, à nous, par exemple, par la purification de l'air, etc. Puis les forêts peuvent capter, stocker le carbone dans la nature, mais également dans les produits du bois. Donc, le fait d'améliorer notre gestion des forêts et d'augmenter la canopée urbaine, ben, c'est des solutions nature qui s'appliquent. Donc, c'est ça. Dans le fond, comme je mentionnais, c'est quand même assez simple comme concept au final, mais reste qu'il y a quand même des pièges qu'il faut éviter parce que les solutions nature, oui, ça peut être des solutions qui sont des très bons alliés pour lutter, s'adapter au changement climatique. Par contre, si elles sont mal implantées, ben, elles peuvent être nuisibles, en fait. Elles peuvent être inefficaces, mais même avoir des impacts négatifs. Puis, je vais vous illustrer 3 exemples de pièges en ce sens-là qu'il faut éviter. Donc, d'abord, il faut éviter d'utiliser les solutions nature dans une logique de compensation. Donc, c'est pas parce qu'on fait des solutions nature qu'il faut pas réduire nos émissions de GES. Donc, c'est prioritaire, il faut aussi agir sur les deux fronts, comme j'ai tenté de l'expliquer un peu vaseusement au début de la présentation.
Mais aussi en parallèle, ça pourrait être tentant d'utiliser les solutions nature, par exemple, de bon, couper des arbres matures pour un développement ou la construction d'une route, puis dire qu'on va compenser ça par la plantation de jeunes arbres. Mais ça, c'est pas une solution nature. En fait, c'est même démontré que ça va entraîner un déficit de carbone pendant plusieurs années avant que les jeunes arbres captent autant de carbone que la forêt mature. Donc, c'est vraiment prioritaire en premier lieu de protéger les puits de carbone existants. Ensuite, un autre piège, c'est de favoriser la séquestration du carbone au détriment de la biodiversité. Donc, en d'autres mots, ça serait d'agir sur une seule crise, la crise climatique, sans tenir compte de la crise de la biodiversité, qui sont pourtant deux crises qui sont reliées entre elles, puis qui nécessitent des solutions qui sont communes. Donc, le fait, par exemple, de se concentrer juste sur la séquestration du carbone, bien, ça pourrait entraîner des pratiques qui sont néfastes pour la biodiversité. Puis l'exemple qui me vient en tête, c'est le fait de faire des grandes plantations d'arbres en monoculture. Donc, c'est important que les solutions de nature s'implantent dans le cadre d'une gestion intégrée où est-ce que la protection de la biodiversité locale et l'intégrité des écosystèmes est prioritaire. Puis finalement, l'autre piège à éviter, c'est d'implanter des solutions nature sans le consentement des communautés locales et des peuples autochtones. En fait, c'est un des critères des solutions nature, j'en parlais plus tôt, de la gouvernance inclusive. Elle doit être juste également et basée sur l'équité. Donc, il faut pouvoir permettre aux communautés locales et aux peuples autochtones de s'impliquer à la démarche, puis d'aller au-delà de juste la consultation formelle, puis vraiment viser une co-création. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, sauf qu'en faisant ça, ben, on maximise les chances qu'il y ait plus d'acceptabilité sociale pour l'implantation des solutions nature, puis que ces solutions-là soient pérennes dans le temps. Puis un des derniers sujets que je voulais aborder avec vous, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens du milieu municipal avec nous ce midi, mais bon, c'est quand même pertinent de travailler les solutions nature à l'échelle des municipalités. Donc, on le voit, là, l'impact des crises climatiques et de la biodiversité, on peut l'observer à l'échelle de nos milieux de vie, je dirais même à nos portes. Puis souvent, les municipalités sont aux premières lignes face aux conséquences de ces crises-là. Donc, elles doivent agir en prévention pour adapter leurs infrastructures et pour assurer la santé et la sécurité de leur population. Donc, en plus d'avoir à dealer, à gérer les conséquences des changements climatiques, ben, elles doivent aussi absorber les coûts de l'adaptation. Donc, selon un rapport qui avait été produit par l'UMQ en 2023, dont j'ai extrait le graphique de gauche, on estime que ces coûts-là sont de 2 milliards par année d'ici 2055, toutes dépenses confondues. Donc, le fait que les infrastructures se détériorent, mais aussi pour assurer leur entretien, leur remplacement ou leur mise à niveau. Puis ça, ben, en 2023, ça représentait 12% des dépenses municipales. Puis en parallèle, bon, la population s'attend de plus en plus à ce que les municipalités soient des chefs de file en matière de protection de la biodiversité, puis qu'elle offre un cadre de vie qui leur permet d'avoir accès à la nature, puis d'adopter des saines habitudes. Donc, les solutions nature, ça permet de répondre à la fois à tous ces besoins-là. Donc ici, je ne sais pas, faites-moi donc signe, Chani et Julie, si j'ai un petit peu de temps pour élaborer sur... Oui, super. Ce que je voulais vous présenter ici, c'est un peu les grandes étapes auxquelles une municipalité peut s'attendre si elle veut implanter des solutions nature sur son territoire. Puis là, je vais y aller très rondement, mais si vous voulez en savoir plus, on a un guide à l'intention des municipalités sur la page du projet en mode solution nature. Donc, vous pouvez aller voir là-dessus, vous allez trouver, là, ça va être écrit de façon beaucoup plus détaillée. Donc, on divise ces étapes-là en deux phases, qui est la planification des solutions nature et leur mise en œuvre. Puis, ces deux phases-là peuvent nécessiter des ressources financières et humaines qui sont différentes. Donc, au niveau de la planification, c'est vraiment là où est-ce que la municipalité va avoir une meilleure idée de, bon, c'est quoi les ressources qui vont être nécessaires, c'est quoi les étapes qui s'en viennent, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on lui recommande vraiment de commencer par faire un inventaire des différentes parties prenantes susceptibles d'être touchées par les solutions nature sur son territoire. Tu sais, le milieu agricole, forestier, citoyen, même milieu de la recherche ou même, ça peut être des compagnies privées et tout, pour essayer de mettre en place un comité multipartite dans lequel toutes ces parties prenantes-là vont pouvoir prendre part au processus puis être tenues au courant des différentes étapes et même y contribuer. Comme j'ai dit tantôt, le fait d'impliquer toutes les parties prenantes aux différentes étapes, ben, même si c'est un travail qui n'est pas facile, ben, ça permet de maximiser l'acceptabilité sociale des solutions nature et leur pérennité. Aussi, à cette étape-ci, c'est essentiel d'aller chercher toutes les informations qui existent sur les milieux naturels de la municipalité, sur les enjeux d'adaptation au changement climatique ou encore les outils qui existent au niveau réglementaire et de planification.
Puis, cette recherche-là, ben, d'une part, ça va nous permettre de voir c'est quoi les lacunes qui restent à combler en termes de connaissances, mais d'autre part, ça va permettre de faire un diagnostic, finalement, de voir c'est quoi les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités du territoire. Donc, aussi à cette étape-ci, ça peut être pertinent de se doter d'une cartographie des milieux naturels du territoire parce que ça permet de voir où sont situés ces milieux naturels-là, sur lesquels on veut intervenir et c'est quoi les solutions les plus pertinentes à mettre en place. Donc, une fois que les solutions ont été choisies, la municipalité peut se doter d'un plan d'action qu'elle va élaborer en partenariat avec son comité multipartite. Le plan d'action, ben, ça vise à définir les objectifs de chacune des solutions nature retenues, c'est quoi les actions à mettre en œuvre, aussi se doter d'un échéancier et d'indicateurs de réussite. Puis ensuite, on peut passer à la mise en œuvre concrète des solutions sur le terrain, idéalement avec nos partenaires du comité multipartite. Si on agit seulement à l'échelle d'une municipalité, essentiellement, le pouvoir d'agir, c'est au niveau des modifications à la réglementation. Par exemple, une municipalité peut changer son plan d'urbanisme, ses règlements de zonage, elle peut adopter aussi des politiques ou des plans d'action en faveur des solutions nature. Puis ce que je l'ai aussi mentionné, ben, ça serait dommage que tout ce beau travail-là, finalement, ne soit pas connu par la population qui va en bénéficier. Donc, c'est vraiment important à toutes les étapes de faire connaître les solutions nature et leurs avantages à la population. Ça va lui permettre de comprendre ce que la municipalité fait, de voir qu'elle agit pour le climat et la biodiversité, puis aussi peut-être de même participer à la démarche. Donc, c'est important, par contre, que le contenu soit bien vulgarisé et accessible au grand public. Puis juste pour terminer, j'avais pensé illustrer, bon, je vous ai dit plus tôt qu'on avait accompagné Tadoussac dans la mise en œuvre de solutions nature sur son territoire. Bien, cet exemple-là, juste pour illustrer l'importance de la planification. Donc, au début de la démarche, on avait mandaté la firme Habitat qui devait cartographier, bon, l'occupation des sols, mais aussi les milieux naturels et les arbres urbains sur le territoire de Tadoussac. Habitat devait aussi estimer le stockage de carbone par les milieux naturels et les arbres urbains au moment de la démarche, mais aussi estimer ce serait quoi le potentiel de carbone advenant l'implantation de solutions nature. Donc, sur la carte de gauche, on voit l'occupation des sols. Sur celle de droite, on voit le potentiel de stockage de carbone. Donc, plus c'est vert, plus ça tire vers le vert et plus les milieux sont efficaces pour stocker le carbone. Donc, ça, avec l'analyse, le diagnostic du territoire fait par la municipalité et ses partenaires, ça a permis de choisir les 4 solutions nature sur lesquelles la municipalité a décidé d'agir de façon prioritaire, qui était la protection de certains secteurs forestiers, l'augmentation de la canopée urbaine, la forestation des bandes riveraines, qu'elles soient agricoles ou pas, et la protection des milieux humides. Donc après, pour les prochaines étapes, c'était possible de se focusser là-dessus seulement, puis c'était déjà beaucoup. Donc, juste, ben c'est ça. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler. On pourra continuer dans vos questions si vous en avez. Donc, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, ben, il y a toute la série de webinaires organisés par Environnement Côte-Nord que je vous invite à suivre. Il y a aussi, j'en ai parlé plus tôt, de la page du projet En mode solution nature qu'on mène avec la SNAP. Vous allez trouver le guide dont j'ai parlé plus tôt, mais aussi un catalogue d'exemples québécois de solutions nature, des études de cas et beaucoup de matériel de vulgarisation comme des capsules vidéo, des dépliants ou des articles de blog. Une autre ressource incontournable, selon moi, c'est la section de la page web de l'UICN qui est dédiée aux solutions nature. Donc, évidemment, vous allez trouver les standards internationaux, mais aussi des dossiers thématiques, par exemple, relatifs à la restauration des écosystèmes. C'est aussi une bonne façon de se tenir à jour, étant donné que l'UICN va partager des prises de position ou des communications sur sa page. Puis finalement, peut-être que Julie pourrait en parler davantage, mais j'avais pensé au projet Climat de changement qui est porté par le RNCREC, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement et ses 16 conseils régionaux. Ça, c'est un projet qui vise dans le fond, à contribuer à atteindre la cible de carboneutralité du Canada d'ici 2050, puis aussi à favoriser la résilience des populations. Donc, sur la page web, vous allez trouver plusieurs webinaires, des événements, mais aussi un répertoire d'initiatives qui s'appelle Fort Climat. Puis on voit plein d'initiatives menées par des établissements de santé dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai eu l'impression d'oublier des petits bouts des fois, ça m'a fait bugger, mais au pire, ça m'en reviendra plus tard. Fait que je vais vous laisser poser vos questions. Je vais fermer mon partage. Merci beaucoup, Marie-Audrey. De rien. Donc, j'ai mis, juste pour mentionner, j'ai mis dans le clavardage justement le lien pour votre site Internet.
Puis, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, poser une question. Mais Sinon, il y en sinon, avait une dans le chat présentement. Sinon, il y en a une dans le chat, oui. oui, Donc, ben vas-y, Marie-Audrey. oui, ben, je vois le milieu urbain n'est pas identifié comme un type de solution spécifique pour les solutions nature, malgré l'aspect non naturel du milieu. Ben, c'est une bonne question. Ben, dans le fond, c'est ça, là, selon les études qui ont été faites au Canada, comme je disais, c'est comme divisé en quatre types de milieux, terre agricole, qui était forêt, milieu humide et prairie. Puis je pense que, dans le fond, le milieu urbain, on le retrouve un peu à travers ces quatre catégories-là, dans le sens que si on veut protéger un boisé urbain ou de la végétation, les arbres urbains, ben, ils se retrouvent dans la catégorie forêt. Tandis que si on voudrait protéger, par exemple, une prairie, ça serait dans la catégorie, pas une prairie, une friche, par exemple, urbaine, ça pourrait entrer dans la catégorie des friches. Fait que oui, tu sais, agir en milieu urbain, c'est tout à fait pertinent. Je l'ai mentionné, là, la nature de proximité, le fait de restaurer ou de mieux gérer ces espaces-là, c'est super pertinent comme solution nature. J'espère que ça répond à la question. Ouais, Ah, ben, je serais ben, curieux de rebondir là-dessus parce que je comprends un peu la logique, mais derrière, j'ai comme l'impression qu'on fait une dichotomie entre milieu naturel et non naturel, mhm. puis que les solutions de nature sont liées seulement au milieu naturel, ou du moins grandement là, dans l'idée que on vise la conservation, meilleure gestion, restauration. Mais si on est dans une autre perspective, dans un milieu qui est complètement non naturel, puis qu'on parle, disons, on enlève l'asphalte pour faire un jardin de pluie, ça serait une solution nature? Oui, ça serait de la restauration. Parce que c'est comme là, on n'est comme pas dans le naturel en tant que tel, on est comme dans le design écologique, ou tu sais, Ouais, comme, ouais. ben, c'est peut-être un peu philosophique comme question, mais tu sais, c'est de savoir, dans le fond, ça élargit un peu le type d'application qu'on peut faire si on sort de cette idée-là. Est-ce qu'on a un milieu naturel, ou tu sais, c'est quoi la dichotomie nature-ville? Est-ce qu'elle a lieu d'être? Comment est-ce qu'on peut venir remettre en question ces paradigmes-là? Ou... Ouais, ben ben, comme j'ai pas de réponse à ta question directement, mais comme tu dis, c'est un peu plus comme philosophique là, comme question, mais aussi, ben, ça m'amène à rappeler que, ben, tu sais, on peut parler de solutions nature comme plus simplement, mais aussi si on veut qu'elle soit reconnue officiellement comme telle, il y a quand même des standards internationaux à cocher. Fait qu'il faudrait peut-être retourner, je pourrais retourner voir dans les standards internationaux qu'est-ce qu'il y en est des milieux urbains pour s'assurer que ça correspond à une solution nature. Tu sais, est-ce qu'un toit vert, c'est vraiment une solution nature? Tu sais, ça, je peux pas, là, ici, en ce moment, je suis pas capable de m'avancer là-dessus, mais si tu veux, on peut continuer d'échanger plus tard à ce sujet-là. Parfait. Merci, ben, ça enligne un peu. Oui, merci. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui aimeraient intervenir avant qu'on passe à la seconde présentation? Sinon, ben, vous pouvez toujours continuer à inscrire vos questions là, dans le clavardage, là. Marie-Audrey va être avec nous presque à la toute fin, là, donc sinon, on va s'assurer de faire suivre les questions. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, je céderai maintenant la parole à Xavier pour la seconde présentation. Donc, vous voyez bien mon écran, vous m'entendez bien. Super, ben bonjour, je me présente Xavier Plante, chargé de projet biologiste à l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord. Fait que je vais vous présenter aujourd'hui un premier projet concret. Nous autres, on l'a débuté en 2022 puis il est sur le point de se terminer. C'est les agriculteurs nord-côtiers se mobilisent pour cultiver des cours d'eau en santé. C'est un projet de sensibilisation sur les bandes riveraines agricoles que justement, qui finit sous peu. Notre objectif, c'était justement de rencontrer les agriculteurs, principalement nord-côtiers, mais toutes les informations que je vais donner aujourd'hui sont aussi bonnes pour l'agriculture au Québec en général. Notre but, c'était de souligner l'importance des bandes riveraines élargies, mais aussi des bandes minimales. Pour le projet, on a eu l'aide du financement du MAPAC. C'était via le programme Prime Vert sous-volet 2.1, approche régionale dans le but d'accroître l'adoption de pratiques agro-environnementales par la réalisation d'actions à portée collective. Ça, c'était en 2021-2022 le nom du programme. Aujourd'hui, il s'est modifié. Les programmes sont en évolution. Puis si quelqu'un d'autre parmi vous aurait l'intention de partir un tel projet, on l'inviterait aussi à s'assurer que le programme est à jour et s'assurer aussi que votre projet respecte toutes les conditions du programme financier. On a également eu le support financier de l'Union des producteurs agricoles Capitale nationale Côte-Nord et aussi du service conseil Agri-Boréal basé à Forestville.
L'impact du banc de végétation sur le monde agricole, déjà, on a deux aspects. L'aspect négatif, c'est évidemment une perte de superficie cultivable pour l'agriculteur. C'est concrètement, monétairement, quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais en contrepartie, on a beaucoup d'avantages, même financiers. Par exemple, la perte de sol sur le bord des terrains. Des fois, c'est des superficies aussi qu'on finit par perdre à force d'avoir de l'érosion dans le champ. Justement, avoir des bandes riveraines, ça nous aide à avoir une meilleure stabilité des berges. Ça nous restreint les conséquences des inondations, de l'ensablement qu'il pourrait avoir dans le champ. On fait aussi une frontière entre le champ et les plans d'eau au niveau des pesticides et des fertilisants qui migrent vers le plan d'eau. Et comme le sujet d'aujourd'hui, on augmente la biodiversité du milieu grâce aux bandes riveraines, on augmente la quantité d'habitat, d'abris et de nourriture pour la faune. Dans certains cas, quand on a des arbres, ça peut offrir un effet brise-vent aussi au niveau du champ. On s'évite aussi les manœuvres accidentelles sur le bord de l'eau qui pourraient justement créer des accidents. Par l'effet de la bande aussi, on peut augmenter la beauté du paysage, même si c'est subjectif. Puis pour ceux qui sont entreprenants, ben, on peut aussi faire l'implantation d'arbres ou d'arbustes fruitiers. L'un des plus gros défis qu'on a eu, c'est au niveau de la réglementation, au niveau des bandes de végétation. Dès qu'on a débuté le projet, c'était, avant le 1er mars 2022, la politique de protection des rives et du littoral des plaines inondables, la PPRLPI. C'était la réglementation en cours depuis plusieurs années. Dès qu'on a débuté le projet, on est rentré dans un régime transitoire de gestion des zones inondables et des rives du littoral, qui devrait se finir d'être transitoire cette année. Mais ce que ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de notions qui ont été précisées, dont entre autres la bande de végétation, à partir de où elle débute. Souvent, on pourrait se dire, bon, peut-être qu'elle débute à partir du bord du cours d'eau, mais en réalité, elle débute à partir du haut de talus, comme on voit sur l'image ici. Donc, toute la végétation qui est comprise dans le talus, ce n'est pas à proprement dit une bande de végétation, c'est la végétation qui fait partie du talus. La bande de végétation commence vraiment à partir du haut de talus. Donc, dans l'exemple que je vous présente ici, on a affaire à un fossé qui est dans une situation de rive. Donc, ça fait en sorte qu'on a une bande riveraine de 1 mètre minimum à respecter. Là, je vous inviterai à analyser l'image qui est juste ici. La zone la plus importante, c'est la limite du littoral. C'est le petit pointillé en bleu qu'on voit dans le talus dans l'image. Ça, en gros, avant, ça s'appelait la limite des hautes eaux. Maintenant, avec le régime transitoire, c'est la limite du littoral. C'est l'endroit dans le champ où ce que l'eau atteint son niveau maximal durant une année. Donc, ça peut être lors des crues printanières ou lorsqu'il y a des marées maximales quand on est plus en milieu côtier. Ça, cette ligne-là, c'est vraiment important parce qu'elle nous délimite si on est dans un milieu, si on est soit dans la rive ou dans le littoral. Dans l'exemple qui est ici, la limite du littoral se trouve dans le talus, donc le haut de talus qu'on voit là, ben, se trouve dans la zone de la rive. Donc, ça, on a affaire à une bande riveraine de 1 mètre. Tandis que je pourrais donner l'autre exemple ici, où ce que cette fois-ci, l'eau rentre dans le champ, l'eau vient envahir les cultures jusqu'à un certain niveau, ça surpasse le haut de talus. Donc, dans cette situation-là, le haut de talus se trouve dans la zone du littoral. Donc, cette fois-ci, on va parler d'une bande végétalisée de 3 mètres minimum autour du fossé. Finalement, un autre exemple ici, on a aussi autour des cours d'eau et des lacs. Dans ce cas-là, ici, on a justement la limite du littoral qui rentre pas, l'eau ne rentre pas dans le champ, elle reste à sa place. Donc, on a une bande riveraine minimale de 3 mètres à respecter. Et si on a justement l'eau qui rentre dans le champ autour d'un cours d'eau puis d'un lac, là, cette fois-ci, à partir du haut talus, il faut respecter une bande végétalisée de 5 mètres. Donc là, j'ai été un petit peu rapidement, j'espère avoir été précis, mais si on fait un petit récapitulatif, quand on se retrouve devant une bande de végétation, si on se trouve dans la zone du littoral, donc l'eau avance dans le champ puis pourrait peut-être dépasser le haut talus, on a affaire à une bande végétalisée. Donc pas les bandes riveraines, c'est un terme, ils ont choisi deux termes différents. Donc si on a affaire à un cours d'eau, c'est de 5 mètres minimum, d'un fossé de 3 mètres minimum. Tandis que si on a affaire à une bande riveraine, lorsque l'eau rentre pas dans le champ, ça traverse pas au-delà du haut talus, cette fois-là, on a affaire justement à une bande riveraine, le terme qu'on est plus habitué. Et autour des cours d'eau, c'est de 3 mètres, puis des fossés, c'est de 1 mètre. Donc maintenant, j'y viens à notre projet, maintenant que vous savez un peu plus les notions à savoir. Notre projet, c'était justement de rencontrer des agriculteurs nord-côtiers. Ça a donné qu'on a pu en rencontrer 12. On a ensuite visité la terre des participants. On leur a ensuite fourni un rapport qui est confidentiel. Ça, je vais y revenir pourquoi le côté confidentiel. Et ça a aussi permis de créer un guide des bonnes pratiques autour des bandes riveraines, mais aussi de publier du matériel vidéo de sensibilisation. Donc, parmi les 12 agriculteurs qu'on a rencontrés, ceux-ci avaient parfois plusieurs domaines d'activité, mais entre autres, il y en avait 10 sur 12 qui étaient dans le monde de la céréale, 13 sur 12 qui étaient maraîchers, 5 sur 12 qui étaient dans le bleuet, puis 8 sur 12 qui étaient dans le bovin.
Donc, quand on arrivait sur un territoire, notre but, c'était d'avoir chez le participant, c'était d'avoir la précision maximale pour délimiter justement le haut talus et la limite de végétation. Fait que pour ça, on utilisait une base d'arpentage qui nous donnait une précision de quelques centimètres près. Donc, on faisait le tour des cours d'eau, des fossés pour justement aller délimiter tous les hauts talus et toute la limite de végétation, lorsque la végétation de la bande végétalisée ou de bande riveraine se rendait. Donc, ça nous permettait d'avoir une délimitation précise tout le long, où ce qu'on pouvait savoir, par exemple, s'il y avait 50 centimètres de bande de végétation ou s'il y en avait 3 mètres, par exemple. À cela, on a ajouté aussi un repérage en drone. Donc, on a réussi à avoir des images beaucoup plus pointues que des images faites par Google Maps, qui nous permettaient d'encore mieux délimiter, grâce à des cartes, la délimitation des bandes riveraines. Et c'est ce qui nous a apporté à fournir à nos agriculteurs participants des rapports qui sont confidentiels. Parce que déjà, dès le début du projet, ceux qui ont voulu participer, on s'entendait pour dire que on voulait que ça soit anonyme, qu'il y ait seulement eux qui aient accès à ce rapport-là, malgré le fait que ce soit financé par le MAPAC. Ça donnait un effet de confiance aussi aux participants, où ce qu'on allait leur fournir des réponses à leur état de bande riveraine. Par exemple, ici, dans la carte, on leur présentait les zones où il fallait ajouter des bandes riveraines minimales de 1 à 5 mètres, mais aussi on leur suggérait à certains endroits plus problématiques des bandes élargies de 10 à 15 mètres, au cas où que c'est les zones où on avait justement le plus d'érosion. En gros, si je devais résumer, on leur donnait les réponses à l'examen au niveau environnemental bande riveraine, puis la balle était dans leur camp. Après ça, c'est à eux d'appliquer les notions de bande riveraine. D'ailleurs, des importances pourquoi les bandes riveraines élargies pourraient être utiles. Ici, on a deux exemples de décrochement majeurs. C'est dans un champ où, même à droite, on a un participant qui avait essayé de combler le décrochement en ajoutant de la matière pour essayer de ralentir l'érosion. Puis on voit aussi bien que la bande riveraine, en gros, en haut du talus, on a affaire à des brindilles, de l'herbe, des fleurs, rien de vraiment solide pour retenir le haut talus. Donc, si par le passé, on aurait installé des arbustes ou des arbres, on n'en serait peut-être pas rendu à cette situation-là et on aurait peut-être justement préservé plusieurs mètres carrés de superficie et donc des revenus potentiels qui ont été perdus au fil des décennies. Un autre cas aussi plus proche d'un petit cours d'eau. Ici, on voit que sur le bord du cours d'eau, il y a énormément de décrochements dans du sable. Il y a juste des fleurs et du foin qui retient tout ça. Tandis que quand on regarde plus loin dans l'image, il y a des arbustes et à cet endroit-là, c'est beaucoup plus solide parce qu'on a laissé la végétation en place, puis ça a fait une barrière pour stabiliser les bords de cours d'eau. Toutes les informations que je vous ai dit à l'instant sont disponibles dans un de nos guides qui est disponible sur le site de l'Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord. C'est le guide des bonnes pratiques pour des bandes de végétation en santé. Donc, ça contient des informations que j'ai présentées précédemment, mais encore plus de précision aussi. Fait que c'est un outil qu'on a remis, entre autres, aux participants, mais aussi qui est accessible au public pour quiconque visite notre site Internet. Et finalement, on a aussi publié durant l'année précédente des vidéos de sensibilisation. La toute première, où ce qui explique en plus de 5 minutes les notions que je vous ai expliquées aujourd'hui, puis pour ceux qui sont un petit peu moins lecteurs du guide. Mais aussi, on a eu 3 capsules d'intervenants du territoire qui ont expliqué leur appartenance à l'eau, puis justement leur vision de l'eau sur le territoire, surtout dans le monde agricole. Ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis si justement vous avez plus de questions ou si vous voulez accéder à des documents, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de l'Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord si vous voulez accéder aux vidéos, ou sinon sur notre site Internet si vous voulez avoir accès au guide des bonnes pratiques. Je vous remercie. Merci Xavier. J'ai d'ailleurs mis le lien pour le guide là, dans le clavardage. Donc, on serait prêt s'il y a des gens qui veulent poser des questions à Xavier ou à Marie-Audrey. Donc, on a encore du temps devant nous là, pour discuter des éléments qui ont été présentés aujourd'hui. Si vous ne désirez pas intervenir de vive voix, vous pouvez toujours l'inscrire dans le clavardage. Donc, c'est ça aujourd'hui, c'était vraiment une introduction. Puis, donc, on commence à présenter également des concepts là, plus spécifiques. Donc, je vois qu'il y a Marie-Audrey là, qui a partagé également d'autres documents là, dans le clavardage. Donc, merci. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, j'en profiterai peut-être simplement pour
vous rappeler en fait que c'était le premier webinaire. Donc, je remercie encore Marie-Audrey et Xavier d'avoir été les premiers à faire à présenter à présenter dans le cadre des solutions nature. Donc, merci. Puis, c'est ça, je vais vous présenter juste très brièvement, en fait, les prochains webinaires qui vont avoir lieu euh, excusez, au courant des prochaines semaines. Donc, c'est bon, il y a quelqu'un qui dit merci. Merci à vous de votre présence. Donc, là, je cherche. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à partager de mon côté. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, en fait, il va y avoir un webinaire au sujet des milieux humides et marins. Donc, vraiment plus appliqué au niveau de la restauration des milieux humides et également la restauration des eaux-terres. Le 21 mai, ça va être au niveau de la connectivité écologique. Le 28 mai, au niveau de la captation du carbone. Et finalement, on va terminer cette série de webinaires le 4 juin avec le verdissement. Et notamment, entre autres, il va y avoir Jane qui va présenter. Jane qui est une élue de Tadoussac qui a grandement participé au projet dont parlait Marie-Audrey précédemment. Il y avait peut-être une question pour toi, Xavier. Savez-vous si les participants ont appliqué certaines des recommandations qui ont été indiquées dans vos rapports? Oui, bonne question, je viens d'avoir. Oui, on est en train présentement, on en a déjà rencontré quelques-uns, mais on est en train d'en rencontrer. Donc, c'est la matière, ben déjà, ils sont en train de l'assimiler, sont en train aussi de partir dans le champ à l'heure qu'on se parle, là. Sont sur le point de se préparer pour des travaux. Donc, c'est sûr que l'idée mijote dans leur tête. Puis, on se mentira pas, il y a aussi un côté financier. Donc, c'est sûr, s'il y a une approche il faut qu'ils adaptent leur pratique justement pour trouver un juste équilibre entre installer des bandes riveraines supplémentaires et toujours garder une certaine rentabilité. Mais on aspire aussi dans un avenir à justement préparer un programme où ce qu'on accompagnerait des agriculteurs à implanter des bandes riveraines. Donc c'était pour voir ça comme un première approche qu'on vient tout juste de faire, puis on va faire une suite à tout ça pour qu'il y ait des solutions qui soient mises en place. Merci, Xavier. Il y avait une autre question pour toi. Au mètre au kilomètre linéaire. OK, oui, c'est la question, c'est est-ce possible de calculer l'effort pour produire ce genre de rapport au mètre et au kilomètre linéaire? Il y a chaque participant avait des longueurs de terrain, des superficies différentes, donc on y a été, on a estimé que ça allait prendre un temps X, mais on a été surpris aussi. Je pourrais pas dire, il y a une façon de le calculer, mais il y a pas une formule très précise qui permet de calculer exactement combien de temps ça prend. Évidemment, plus qu'il y a de superficie et de longueur à visiter, plus que ça revient cher ou en temps et en argent. Mais généralement, on a réussi en 3 ans à rencontrer 12 agriculteurs très facilement. Puis en vrai, partissant bien nos efforts durant un été, c'est quelque chose qui est faisable avec le bon équipement. Plante. Oui. Ce que je cherche à savoir, c'est en fin de compte, c'est faire le rapport lui-même, le diagnostic. Ah. On parle de milliers de dollars ou de centaines de milliers de dollars. Non, on irait plus pour un rapport d'un participant, on irait pour dans les milliers de dollars si on implique le terrain à réaliser, l'analyse des données, la rédaction. Ça équivaut à un rapport scientifique ou surtout vulgarisé, si ça peut donner une ordre d'idée. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Marie-Pierre Denis. Ça coupe. Ah, on vous entend? On vous entend pas, par exemple. Ah, on, on vous a Juste- peut-être perdu. Vous pouvez soit retenter ou inscrire votre question dans le clavardage si jamais ça fonctionne pas. Quelques minutes. Sinon, ben, vous pouvez nous contacter ou contacter directement Xavier pour poser des questions. N'hésitez pas, ou même Marie-Audrey. Donc, on demeure tous disponibles pour vous aider. Bon, ben, Mais super. Donc,
Oui, vas-y, Xavier. Oui, mais je ne l'ai pas dit comme Marie-Audrey, mais mes coordonnées sont aussi sur le site Internet de l'organisme des bassins versants, au cas où. Parfait. Ah, Élise Tremblay. Oui, j'aimerais avoir un petit peu plus d'informations sur l'accompagnement de Nature Québec pour les MRC, la nouvelle phase du projet. Oui, ben c'est ça, Élise, ben, enchantée. Comme j'ai mentionné, le projet il vient tout juste de débuter, puis on a engagé une ressource parce que c'était censé être un collègue qui travaillait sur ce projet-là qui a quitté. Fait qu'on a engagé une nouvelle ressource qui a commencé la semaine passée. Fait qu'essentiellement, on veut offrir un accompagnement pour les municipalités qui veulent, les MRC qui veulent mieux intégrer les solutions de nature, les biodiversités dans le plan climat. Mais pour le moment, genre, de mon côté, je suis pas capable de te dire plus en détail qu'est-ce qu'on va faire, mais ce que je peux faire, c'est te mettre en contact avec ma nouvelle collègue qui est Claudina. Si tu veux juste m'écrire peut-être en privé pour me donner ton adresse courriel ou ton numéro de téléphone, la façon que tu préfères être mise en contact. Puis aussi, juste pour souligner qu'il y a une volonté, parce que ben, de la part de Nature Québec, de ne pas réinventer la roue ou faire ce que d'autres ressources vont faire aussi dans le cadre des plans climat, comme les CRE aussi travaillent avec les MRC. Fait que vraiment, il y a une volonté de travailler tout le monde ensemble, là. Fait que, fait que je m'excuse de ne pas pouvoir aller plus loin dans ta question, mais si tu veux me laisser tes coordonnées, je vais te mettre en contact avec ma collègue. D'accord, parfait. Merci. Super. Ben, merci tout le monde. Donc, je pense que ça mettrait fin au premier webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup à tous et en espérant vous revoir la semaine prochaine pour le prochain webinaire sur les milieux humides et riverains. Merci tout le Un monde. grand merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.